vous souhaite la bienvenue à l'Université Paris-Descartes. Je suis Soraya Boudia, donc la directrice du Master Ingénierie des risques de l'Université Paris-Descartes, également directrice adjointe du CERMES, qui est le laboratoire auquel est adossé le Master Ingénierie des risques. Donc je ne peux que vous souhaiter des bons travaux tout au long de cette journée et je n'ai pas de doute que les discussions et les échanges vont être... Jean-Paul Langlois, je préside l'Institut pour la maîtrise des risques et essaie de fédérer un certain nombre de recherches et de développement de méthodes de maîtrise des risques, au départ technique, mais ouvertes maintenant aux facteurs humains, aux facteurs organisationnels. Nous faisons un certain nombre de congrès, notamment le congrès Lambda-Mu qui aura lieu à Saint-Malo. Juste présenter brièvement le programme. Voilà donc le programme qui a été préparé par le comité de pilotage. On a cité les membres tout à l'heure, Gilles Deleuze qui est donc chercheur à EDF R&D, Marc Lassagne qui est ancien chercheur à l'ENSAM, Léna Marle qui est chercheur à ENGIE et Marilyn Speck que vous connaissez bien ici et moi-même. Je laisse la parole maintenant à Gilles Deleuze qui va présider la première session sur la sécurité industrielle. Donc il y a un papier plutôt sciences de l'ingénieur présenté par Audrey, et puis deux autres sciences humaines et sociales. Ça va être un mix intéressant. Le fil rouge, le fil directeur, on va dire, de cette session, c'est finalement des objets communs qui sont liés au génie civil, à tout ce qui est sous nos pieds, hein, les rails, les radiers de centrales nucléaires et les digues et bâtards d'eau. Bonjour à tous, je vais vous parler un petit peu du domaine ferroviaire et notamment de la stabilisation de la voie ferrée. Donc il faut savoir qu'en France, il y a environ 30 000 km de voies ferrées. Et donc pour assurer la sécurité des usagers, il faut entretenir et renouveler ces voies ferrées. Donc le contexte est, vous avez probablement tous pris le train une fois dans votre vie, et il faut savoir qu'en fait vous êtes confronté à une multitude de risques. C'est un moyen de transport très sûr, c'est le deuxième plus sûr après l'avion. Mais vous pouvez être confronté à des risques liés aux circulations, au matériel roulant, à des erreurs humaines, à des éléments extérieurs qui viennent influer sur la voie, à des problèmes de signalisation et enfin à des problèmes d'infrastructure. L'impact de la stabilisation se situe particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Le plus important des risques, c'est le risque de flambement, plus particulièrement. Donc on a vu les contraintes augmentent avec la chaleur. Et si le ballast qui entoure les traverses a une mauvaise résistance, c'est-à-dire qu'il ne tient pas assez bien la traverse, eh bien, le rail va se mettre à bouger suite à l'augmentation des contraintes et on va observer ce type de phénomène qui a été observé sur le réseau hollandais. Donc on voit la voie forme un S et donc ça c'est très dangereux puisque ça provoque des déraillements et c'est imperceptible au niveau signalisation ou tout ce qu'il peut y avoir comme technique en voie de signalisation. Michael Mangeon, comme on l'a dit, je suis salarié à l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et je suis également au laboratoire du Centre de gestion scientifique de l'École des mines. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est finalement un titre qui ne parle pas forcément. Je vais vous parler d'instruments au sens de guides, de règles qui vont être conçues collectivement par des acteurs et qui ensuite vont être mis en œuvre sur des installations nucléaires. Donc là, on va être sur le risque nucléaire, sur la sûreté nucléaire et sur la conception et la mise en œuvre de ces instruments. Il y a eu une tempête très importante qu'on a appelée la tempête du siècle en France, qu'on appelle la tempête Martin. Et en fait, sur le site du Blayais, qui est situé dans l'estuaire de la Gironde, on a eu des vagues dues à une forte houle qui ont franchi en fait la digue de protection de la centrale et l'eau s'est infiltrée et acheminée dans la centrale nucléaire. On est arrivé à des difficultés, donc des pertes d'alimentation électrique principales, mais aussi différents systèmes de secours. La mise en œuvre des instruments peuvent forcément modifier plein de choses. Elles peuvent modifier le territoire, par exemple, si on travaille sur des digues. Parfois, on va travailler beaucoup plus loin que la centrale. C'est notamment ce qui s'est fait sur le cas du Tricastin. Donc on a eu d'importants travaux suite à Blayais et suite à Fukushima sur le site du Tricastin. On a modifié des digues plusieurs kilomètres en amont. Donc il y a aussi une modification du territoire derrière, donc des effets qui n'étaient pas forcément imaginés au moment où on a conçu ces instruments. C'est aussi des enjeux forts d'un point de vue géographique, d'un point de vue spatial, de site. C'est-à-dire le Blayais représente pour certains aujourd'hui un risque d'inondation important.
et le Tricastin. Donc le Tricastin, puisque c'est un site où il y a plein d'enjeux différents. Donc il y a un site EDF, mais il y a aussi un site Areva, il y a un canal autour. Donc il y a beaucoup d'enjeux aussi sur ce site. Donc moi, c'est 2 sites que je vais particulièrement Merci beaucoup, creuser. bonjour à tous. Alors, donc, je vais vous parler donc, du coup, des accidents graves dans le nucléaire et tout particulièrement d'un risque qui est relativement méconnu, mais pourtant qui a aujourd'hui, présente un caractère central, qui est le risque corium. Et donc, de fait, la gestion de l'accident fait aujourd'hui l'objet de nombreuses productions de connaissances, et autant du côté de l'ingénierie pour essayer d'améliorer les systèmes, qu'au niveau des sciences sociales pour essayer d'apporter des éléments utiles à la fois pour éviter un accident, mais si jamais l'accident arrive, pour pouvoir le traiter au mieux. Et dans tous les cas, l'objectif idéal en cas d'accident, c'est d'essayer d'éviter en fait le relâchement de particules radioactives dans l'environnement. Malheureusement, c'est pas forcément possible, et il y arrive dans certains cas où il faille choisir en fait entre l'évacuation de la pression et donc le relâchement de particules radioactives dans l'environnement, ou l'explosion à terme si une quantité trop importante d'hydrogène se constitue à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Alors, le corium est un élément qui est à la fois incertain et imprévisible. Alors, il est imprévisible parce qu'il est dit non eutectique, c'est-à-dire en fait qu'il ne se produit jamais à la même température et il ne se solidifie jamais à la même température. En fait, ça dépend de sa composition, ça dépend de la pression qui est tout à fait variable en cas d'un accident. Donc, finalement, il est assez compliqué en fait de prévoir quand est-ce qu'il va se former, quand est-ce que justement il va se stabiliser, et ça pose donc un grand nombre de problèmes pour prendre des décisions en gestion accidentelle, pour savoir s'il vaut mieux refroidir ou laisser couler par exemple. Cette innovation, elle porte sur cette articulation sciences sociales, sciences humaines et sociales et sciences et techniques dans la définition des politiques de management des risques. Donc, bonjour à tous. Donc, pour moi, c'est Marine Gesselin. Je travaille au sein de Suez à la station d'épuration de Valenton. Donc, pour rappel, une crue centenale a une probabilité d'1 chance sur 100 par an de se produire. Donc, on a un seuil d'alerte que j'appellerais T0. Et là, tout va se mettre en place pour commencer à protéger le site et à anticiper au maximum. À plus 33 heures, on va commencer à arrêter l'usine. À 42 heures après, l'usine sera totalement arrêtée, bien avant la coupure électrique, qui aura lieu à peu près aux alentours de 58 heures. Et le niveau maximum sera aux alentours des 92 heures, après le seuil d'alerte. Bonjour à toutes et mon poster, comme vous pouvez le constater, est constitué de 3 principales parties. La première étant concernant la notion du travailleur isolé. Ce qu'il faut souligner comme mot ici, c'est le fait qu'un travailleur isolé, c'est quelqu'un qui travaille en situation de travail seul, où il ne peut pas être entendu, vu ou entendu directement par des tierces personnes. Donc on peut imaginer la difficulté pour secourir cette personne. Pour la responsabilité civile, qui est une responsabilité, l'obligation générale de sécurité, qui est une obligation de résultat en matière de prévention de risques professionnels. Voilà. Bonjour à tous, Eva Nagar. J'ai travaillé sur ce poster, les visites sécurité, comment communiquer avec l'OR ULM. Donc ce poster, on l'a réalisé également aussi parce que 96% des accidents pourraient être évités par une organisation et ou un comportement adapté. C'est une étude qui a été effectuée par l'entreprise du Pont de Nemours, donc qui a montré du coup que 96% des accidents étaient liés à des erreurs liées au comportement et que 4% seraient liés à des défaillances techniques. Ensuite, sur ce poster, donc, on retrouve le but des visites sécurité.
Donc communiquer sur la sécurité pour modifier les comportements dangereux et éliminer les situations dangereuses. Donc ici on retrouve les étapes de la communication. On va sensibiliser le salarié. Ça va passer par une phase de compréhension. Il va une phase d'acceptation. Le salarié va accepter. Ensuite, la plupart du temps. Ensuite, il va s'engager, ce qui va mener à des actions de sa part. Il va agir. Je m'appelle Mathias Roger. En fait, je travaille à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. C'est un travail qu'on a mené donc, sur les particules fines. Alors, les particules fines. On a souvent tendance à limiter ça aux émissions de diesel, ce serait dû au diesel. En fait, il faut savoir que 80% des particules fines sont émises ou sont issues de la combustion de bois. Dès les années 80, on prend connaissance du problème des particules fines, du diesel, du risque sur la santé. C'est en 83, il me semble, classifié comme cancérigène probable ou cancérigène certain. Après, il y a le problème des solutions. C'est-à-dire qu'il faut une solution de rechange. Il faut avoir une solution pratique, disponible, qui peut être mise en place par les pouvoirs publics directement pour répondre aux problèmes. À l'échelle européenne, on a rehaussé le taux d'émissions légales possibles de particules fines et de particules diesel pour tous les véhicules. Avec pour cet après-midi donc une première session qui est orientée management des risques projets et ingénierie système sur un sujet lié à tout ce qui est risque dans les projets de stockage et de captation du CO2. Et donc elle va nous présenter ses travaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la technologie de captage, transport et stockage de CO2 et son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Ici, sur ce schéma, on peut voir les différentes étapes de la technologie CTSC. Comme vous le savez, en fait, CTSC, finalement, c'est une technologie pour lutter contre, en fait, pour réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère et pour lutter contre le changement climatique. On voit en fait la part de CTSC par rapport à d'autres technologies dans la réduction des émissions de CO2 et donc dans la lutte contre le changement climatique. Donc maintenant, si on se pose la question pourquoi une approche systémique pour la gestion de risques ou management des risques des projets de CTSC, la sécurité ici est définie comme l'absence de perte en raison d'un événement non souhaité ou un accident. Là, ici, par exemple, on a la crise financière globale qui peut causer le manque des ressources financières pour un projet de CTSC. On a commencé la phase de post-injection, c'est-à-dire de surveiller le site de stockage de CO2 et pour étudier finalement les risques éventuels de cette phase de stockage. Bonjour à tous. Donc, le sujet de ma thèse qui est inscrit ici, c'est l'ingénierie système et la sûreté de fonctionnement. Et l'idée, c'est de mettre en place de proposer une méthodologie de synchronisation entre les modèles qui sont employés en architecture système et en analyse de risque. Puis, en fait, on observe dans certaines normes qu'on sollicite l'ingénieur en sûreté de fonctionnement de plus en plus tôt dans le processus de conception. Et notamment, je vais citer la 26-26-2 qui le demande. Enfin, voilà, la 26-26-2 le demande de faire des études d'analyse de risque très amont. Après, il y a la comparaison. Donc, on imagine qu'on a deux modèles et l'idée, c'est qui sont écrits dans le même formalisme. Alors, soit ils ont la même définition formelle, soit ils ont le même métamodèle. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Et l'idée, c'est d'avoir le merge entre les deux et de savoir qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent en fait par la suite. La première question qui va être, qui lui sera demandée, en fait, c'est est-ce que déjà le découpage général des compositions, est-ce qu'elles sont du même niveau d'abstraction? Est-ce qu'on parle vraiment du même chose? Est-ce qu'on est vraiment au même niveau avion?
dans nos études. Et une fois qu'on se sera mis d'accord là-dessus, la seconde question à se poser, c'est est-ce que chacune des fonctions qui sont présentées, est-ce qu'elles sont convenables? Est-ce qu'il ne faut pas en ajouter d'autres? Est-ce qu'il ne faut pas en supprimer? Est-ce qu'il ne faut pas les modifier? Ou est-ce qu'il ne faut pas le dire, cette sous-fonction-là, elle n'appartient pas à cette fonction, mais à un autre groupe de fonctions? Et de dire à l'ingénieur, qu'est-ce que tu en penses? Une fois qu'on a transformé le formalisme, qu'est-ce que tu en penses? Pose-toi les bonnes questions. Et donc, il va pouvoir faire des propositions à cet ingénieur et lui dire, voilà, moi je voudrais ajouter des sous-états aux phases de décollage parce qu'il y a le décollage en phase optimale et puis le décollage si jamais j'ai déjà un des moteurs qui est en panne. Mais on peut quand même fonctionner, mais on est en mode dégradé. Donc l'idée, maintenant, ça va être de proposer d'autres points de synchronisation à d'autres étapes du processus, puisque là, c'était très amont, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir un autre point de synchronisation au niveau des architectures détaillées, où là, la complexité est beaucoup plus grande. Et les analyses de sûreté de fonctionnement également sont beaucoup plus nombreuses. Et l'idée, ce serait de faire ça encore avec SysML d'un côté, et puis d'utiliser les modèles qui sont employés avec le langage Altarica 3, donc il y a la nouvelle version du langage. Donc c'est une session qui est orientée FOH, facteurs humains et organisationnels. Et donc dans cette session, on va faire un focus sur la sécurité, mais vu sous l'angle de l'organisation des entreprises. C'est-à-dire qu'on va on va déplacer notre curseur d'analyse ou notre regard de la caractérisation purement technique des événements dommageables et autres accidents vers, on va dire, une caractérisation plutôt du point de vue ma thèse, c'est sur le organisationnel. positionnement et l'influence de la fonction sécurité dans les industries à risque. L'objectif de ma thèse, c'est de caractériser l'impact du service sécurité sur le maintien du système dans son enveloppe de sécurité. Donc en fait, un système, il évolue au sein d'une enveloppe. Donc quand il sort de l'enveloppe, en fait, c'est là qu'un risque majeur risque d'apparaître. Ensuite, pour la compréhension des arbitrages, donc on sait que les arbitrages se font, que la sécurité, en fait, elle n'est pas absolue. On peut pas toujours favoriser la sécurité dans une industrie. Puisque finalement ce qu'on cherche tous, c'est la survie de l'organisation. Donc si on favorise que la sécurité, en fait, ça sert à rien de faire tourner le système, parce qu'il y a forcément des procédés à risque. La sécurité professionnelle, donc c'est les accidents qui touchent les personnes, donc type chute, coupure. Et la sécurité industrielle, c'est les accidents à plus grande ampleur, donc les risques d'incendie, de fuite de produits et puis d'explosion. Donc ensuite, un des effets un peu collatéraux, donc c'était pas l'objectif de départ puisque l'entreprise nous a pas sollicité, l'entreprise où je vais, mais il y aura forcément une montée en compétence de l'entreprise en matière de facteurs humains et organisationnels de la sécurité. Donc l'objectif, c'est qu'ils progressent sur la base du diagnostic en fait qu'on aura fait. Là, je remercie énormément les intervenants. Je voudrais également remercier le comité de pilotage qui a constitué ce programme-là, d'avoir une diversité des intervenants, c'est-à-dire avoir à la fois des thésards, mais également des ingénieurs. Hein, ça tient même au thème de la journée. Ça, c'était important pour nous. Pour nous, ça permet aux étudiants de constater qu'il y a une diversité de métiers dans la maîtrise des risques. Hein. Si d'aventure vous souhaitiez vous lancer dans cette voie, c'est la diversité des niveaux. C'est-à-dire, on ne prend pas à l'occasion de ces journées que des finissants. Voilà, vous avez vu qu'il y avait des débutants, donc des thèses de première année. Vous avez vu qu'il y avait également des thésards qui avaient déjà soutenu. Donc c'est également un critère. On veut balayer tout ce spectre-là. Donc vous également, vous pourriez proposer des communications l'année prochaine. N'ayez pas peur de le faire.